Alors, je suis très heureuse de vous accueillir à ce nouveau rendez-vous. L'hormonothérapie, comme on le sait, fait partie des traitements les plus courants et nombreux pour de nombreux cancers. Souvent essentielle sur le plan médical, elle peut s'accompagner d'effets secondaires qui bousculent le quotidien. On parle de fatigue, de douleurs articulaires, de prise de poids, variation d'humeur également, impact sur l'image de soi, sur la sexualité ou encore sur la qualité de vie au global. Comment composer avec ces changements, comment en parler, les comprendre et trouver des solutions concrètes pour avancer plus sereinement avec ce traitement. C'est le sujet de cette rencontre de ce soir pour pouvoir mettre en lumière des solutions qui existent pour pallier aux effets secondaires et avancer plus sereinement dans votre parcours. Comme vous le savez, ces rendez-vous sont vraiment l'occasion d'interagir avec vous, patientes et patients de notre communauté, afin de vous permettre d'échanger avec nos experts sur les préoccupations et sujets qui vous animent. N'hésitez donc surtout pas à poser vos questions. Je suis Anne-Sophie, je porte la voix des patients chez Résilience et à mes côtés, j'ai la chance d'accueillir Emma, qui est l'une de nos infirmières de coordination au sein de Résilience. Nous avons également avec nous en ligne Sarah et Roxane, qui vous accompagneront en coulisses via le chat. Le chat est situé en bas à droite de votre écran et c'est sur celui-ci que nous vous invitons à poser vos questions. Je les partagerai à Emma au fil de la conversation. Dernier point et non des moindres avant de débuter, nous vous prions d'éviter les questions trop spécifiques à votre parcours de soins. Notre approche est effectivement volontairement générale pour répondre à un maximum de personnes. Emma ne fait pas partie de votre équipe de soins. Elle n'aura donc pas forcément toutes les réponses à vous apporter. Emma, je te laisse te présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Merci Anne-Sophie. Donc effectivement, je m'appelle Emma, je suis infirmière de coordination au sein de Résilience. Je suis infirmière depuis une dizaine d'années avec une pratique clinique dans le domaine de l'onco-hématologie. Et parmi mes expériences passées, j'ai eu l'opportunité d'animer des ateliers d'éducation thérapeutique du patient sur le sujet de l'hormonothérapie, donc plutôt dans le cadre de parcours de soins de cancer du sein hormonodépendant et la gestion de ces effets secondaires. Donc, je suis effectivement ravie de pouvoir être avec vous ce soir. Mon rôle, ça va être de vous apporter des informations fiables, de répondre à vos questions, pouvoir vous conseiller et puis vous orienter vers les ressources et les professionnels adaptés aux problématiques que vous rencontrez. Super. Alors, certains et certaines nous ont envoyé d'ores et déjà des questions. Donc, je vais prendre la première. À quoi sert l'hormonothérapie? Quels sont les effets secondaires possibles? Quels sont les plus fréquents? Quels conseils pour limiter ces effets ou les éviter? Si un médicament d'hormonothérapie ne convient pas, est-il possible d'en essayer un autre? Y a-t-il un moment préférable de la journée pour prendre le médicament? Merci. Ça fait une bonne Alors, il y a entrée en beaucoup de matière, questions Emma. en une. Bon, déjà, pour partir de la base, donc l'hormonothérapie, c'est un traitement qui est systémique, qui est destiné à bloquer l'action ou la production des hormones sexuelles féminines, donc principalement les oestrogènes, ou masculines, donc les androgènes pour les hommes, lorsque la tumeur va exprimer des récepteurs hormonaux. Donc, il faut savoir que les hormones, elles peuvent stimuler la croissance de nombreuses tumeurs prostatiques pour les hommes et mammaires chez les femmes. Donc, c'est pour ça que l'hormonothérapie est indiquée en premier lieu. En termes de but et de bénéfices, si on peut parler de ce sujet-là, c'est dans les cancers du sein hormonodépendants, ça va être de réduire le risque de rechute à distance et de récidive locale. Et dans les cancers plutôt masculins, le but, ça va être de ralentir ou d'arrêter la croissance d'une tumeur. Donc, les indications, elles sont un petit peu différentes selon les cancers masculins ou féminins, mais les effets secondaires généraux ou les plus fréquents sont assez communs. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous réunit autour de ce sujet-là. Alors, c'est peut-être difficile peut-être de dire une liste très exhaustive de tous les effets parce qu'ils sont variables d'une personne à une autre en termes de fréquence, en termes d'intensité. Mais parmi, disons, les plus évoqués, ce sont les bouffées de chaleur, les douleurs articulaires ou musculaires, les troubles aussi concernant la vie intime et sexuelle. Et puis, il y en a d'autres aussi, mais peut-être qu'on le verra au fil des questions
partager? Ouais, tout à fait. Donc là, on parlait du coup des effets secondaires. Est-ce qu'il y a éventuellement des conseils? La dernière partie de la question était plus autour de conseils pour limiter les effets ou les éviter. Si on pouvait éviter, si un médicament d'hormonaux ne convenait pas, est-ce qu'il est possible d'essayer un autre? Et est-ce qu'il y a un moment préférable pour le prendre? Oui, oui, tout à fait. Donc du coup, effectivement, alors déjà, ce qui est bien aussi de recontextualiser, c'est que, il faut pas perdre de vue qu'à l'initiation du traitement par l'hormonothérapie, il y a certains symptômes qui peuvent aussi être, au moins en partie, liés au traitement précédent. Je pense notamment à la chimiothérapie, si vous en avez eu, et qui peuvent aussi être liés au changement du statut hormonal, selon votre âge. Je parle de ménopause ou pas ménopause selon l'âge d'une femme. Bon nombre de symptômes peuvent aussi s'atténuer, voire disparaître au fil du temps. C'est bien aussi de rappeler que l'intensité des effets secondaires, elle va aussi beaucoup dépendre du regard que vous allez porter sur votre hormonothérapie. C'est vrai que trouver du sens à son traitement au quotidien, c'est plutôt en faire un allié et non un ennemi. Globalement, les traitements anti-hormonaux sont parmi les traitements anticancéreux les mieux tolérés et il y a un grand nombre de patientes, en tout cas qui n'ont pas ou peu d'effets indésirables. Le meilleur conseil, si toutefois vous rencontrez des effets indésirables qui sont très importants et qui impactent beaucoup votre qualité de vie, c'est de vous tourner vers votre médecin oncologue. Parce qu'effectivement, il ne faut pas rester seul dans son coin lorsque les effets secondaires sont trop lourds à vivre, que vous vous posez des questions aussi sur est-ce que c'est vraiment effectivement l'hormonothérapie, c'est attribuable en tout cas à l'hormonothérapie, ou je fais des liens entre des lourds effets secondaires et la corrélation avec le début de l'hormonothérapie, où finalement des mois ont passé et les effets sont aussi toujours aussi importants et m'impactent beaucoup moralement et physiquement. Effectivement, dans ce cas-là, l'interlocuteur principal à privilégier, c'est votre médecin oncologue. Il ne faut pas avoir peur de lui dire là, je me pose la question d'arrêter. C'est OK, c'est normal. À un moment donné, il y a tout le bagage aussi du parcours passé. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas aussi arrêter seul dans son coin. Vous n'êtes pas un cas isolé. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question et il y a plein d'adaptations qui sont possibles. Enfin, plusieurs, disons. Effectivement, c'est possible de changer de molécule à un moment donné, parce que peut-être qu'avec une autre molécule, les effets seront moindres ou différents, voire nuls. Et c'est aussi possible par moment, alors bien sûr à l'appréciation, en discussion avec votre oncologue, de faire des pauses thérapeutiques. Des fois, il vaut mieux faire une petite pause de quelques mois, reprendre un petit peu plus tard, parce que là, c'est un peu trop, que arrêter et voilà, de son côté. Donc, toujours vraiment la communication, le dialogue avec votre oncologue. Et si il s'avère que vous n'êtes pas à l'aise et pas en confiance pour partager ce vécu-là, dans ce cas-là, vous pouvez aussi changer de médecin. C'est OK aussi. Tout à fait. Bah, moi, en complément de tout ce que tu viens d'expliquer, Emma, et un grand merci pour cette vulgarisation, cette simplification de ce que veut dire l'hormonothérapie dans les grandes lignes en termes d'effets secondaires, de traitement d'effets secondaires. Moi, je tiens à rappeler qu'il y a les soins de support qui existent et qui permettent vraiment de faire face à ces effets secondaires. On parle notamment d'activité physique adaptée qui permet de mettre le corps en mouvement et de faire face à la fois aux symptômes de fatigue et aux symptômes de douleurs articulaires. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça a un vrai impact sur vos symptômes liés à l'hormonothérapie. Et puis, il y a tout un tas d'autres soins qui sont proposés qui peuvent vous aider à mieux faire face au quotidien quand vous prenez l'hormonothérapie. Comme le disait Emma, et c'est évident, mais n'hésitez pas à faire remonter vos effets secondaires à votre équipe de soins. Parce que c'est eux qui seront les plus à même d'adapter, de proposer une pause si c'est nécessaire. Je sais aussi que pour les jeunes femmes de moins qui ne sont pas encore ménopausées, en tout cas, donc de 42 ans, le projet parental peut être aussi envisagé et une pause thérapeutique de l'hormonothérapie peut être envisagée par l'oncologue le temps d'avoir une grossesse et ensuite de reprendre, puisque, et ça, on peut le redire aussi, mais l'hormonothérapie, c'est un traitement qui va vous permettre aussi de
de diminuer le risque de récidive. Donc, pour des cancers hormonodépendants, pour des cancers effectivement, pour certains types de cancers, c'est pas le cas de tous les types de cancers. Et là, on parle à la fois pour les hommes et pour les femmes. Ce traitement est mis en place pour éviter le risque de rechute possible associé à votre cancer. Donc, concernant un projet parental, effectivement, on peut envisager une pause thérapeutique si c'est nécessaire. Voilà, en tout cas, effectivement, ça apporte déjà pas mal d'infos. On a déjà pas mal de réactions dans le chat. Karen nous dit: «Au bout de 3 changements de médoc, mon oncologue a arrêté de me le changer, me disant que c'est la même famille de traitement». C'est, j'imagine, quelque chose qui est plus fréquent qu'on ne le pense. Emma, est-ce que toi, d'expérience, c'est quelque chose que tu as déjà pu entendre ou... Oui, effectivement. Après, il faut vraiment aussi, quitte à tenir un journal de bord, même si ça peut paraître un petit peu lourd au début, mais vraiment, faire le bilan un petit peu des changements que vous avez pu observer avec, chaque molécule différente. Après, c'est vrai que dans le, cadre donc de cancer du sein hormonodépendant, il y a aussi 2 grandes familles. Donc il y a le tamoxifène de côté et des inhibiteurs de l'aromatase de l'autre, et parmi les inhibiteurs de l'aromatase, il y a plusieurs molécules dedans. Donc, je ne connais pas votre situation personnelle, mais voilà, il faut aussi voir si tout a été exploré. Et puis, et se laisser quelques mois quand même, parce que forcément, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir véritablement voir les changements. Donc ça, oui, c'est très fréquent. Après, donc journal de bord, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? C'est de se laisser du temps, peut-être des fois aussi changer un petit peu d'horaire de prise. Alors, c'est bien sûr toujours une prise à horaire fixe, mais si par exemple, vous observez, si vous le prenez le matin, vous observez des effets secondaires très intenses tout au long de la journée et ça va mieux le soir, bon, ça peut être le coup d'essayer de différer un petit peu la prise au soir. Je sais qu'il y a eu des retours d'expérience plutôt positifs sur un changement d'horaire de prise. Voilà, je ne sais Est-ce pas qu'il si faut vous... manger ou pas quand on prend l'hormonothérapie? C'est souvent une question. Est-ce que, pardon? Est-ce qu'il faut manger ou est-ce qu'on peut le prendre sans Alors, à forcément ma dans son connaissance, repas? le tout, c'est de le prendre à une heure fixe. Par exemple, Ok. pas à 8 heures du matin un jour, puis 16 heures l'autre. Il faut quand même qu'il y ait une régularité parce que le taux hormonal doit rester le même tout au long en continu. Justement, alors c'est un peu un abus de langage de dire l'hormonothérapie parce que du coup, on pense Exactement. on ajoute des hormones, alors qu'à l'inverse, on bloque les hormones. Donc, en fait, pour qu'il y ait cette action anti-hormonale, c'est vraiment important de le prendre à heure fixe, justement, un peu de la même manière. Mais à ma connaissance, il n'y a pas comment dire, à jeun, pas à jeun. En revanche, il faut faire attention, selon la molécule que vous prenez, aux interactions médicamenteuses. Donc, elles sont assez... il y en a beaucoup, selon la molécule. Donc, peut-être pas tous les énumérer là, mais en tout cas, sachez que si vous voulez prendre des compléments alimentaires, par exemple, ne les prenez pas sans demander un avis médical ou à votre pharmacien. Voilà. Alors, le plus communément connu, c'est le soja, forcément. Mais il y a plein de petites de plantes alors, si vous le prenez en infusion ou dans l'alimentation, par exemple, ça peut être le persil, la menthe, il y a plein de petites plantes comme ça, c'est OK. Par contre, dès lors que vous allez prendre des compléments alimentaires avec une concentration plus importante, il faut toujours demander un avis médical au préalable. Ouais, complètement. N'hésitez pas à revenir à chaque fois vers votre équipe de soins pour tout, même pour les huiles essentielles. Je sais que c'est souvent aussi une question qui revient. Il peut y avoir aussi des interactions avec vos traitements. Les traitements cancer, c'est vraiment la priorité. Et donc, toute autre molécule que vous allez ingérer ou que vous allez respirer, vous devez d'abord consulter votre équipe de soins. On ne dit pas ça pour vous embêter, c'est vraiment juste parce que ça peut impacter clairement le fait que que vous puissiez mieux avoir vos traitements. J'ai vu juste dans le Karen qui demandait: «Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la pause thérapeutique pour un projet bébé?» Car elle a 36 ans. Et combien de temps, par exemple, combien de temps arrêter le traitement avant le projet bébé? Est-ce que tu aurais juste, un petit retour à donner ou juste un Oui. conseil? Voilà, est-ce que c'est juste aller voir directement l'équipe de soins? Oui, alors forcément, la première chose à faire, c'est d'en parler à votre oncologue parce que c'est un projet effectivement qui est réfléchi et construit avec votre médecin oncologue. Parce qu'il y aura peut-être des ajustements à faire ou des concessions en tout cas selon le stade de votre prise d'hormonothérapie.
Voilà, j'imagine que si c'est peut-être dans les premiers mois de prise après le parcours de soins, bon, déjà, il y a les effets de la chimiothérapie aussi qui sont un petit peu. Ah mince. Ah, Oui, c'est c'est bon, bon. t'as retrouvé. Qui sont un petit peu, je croyais qui sont un petit peu corrélés. Donc, peut-être pas dès le début, mais en tout cas, c'est toujours sous avis médical de votre oncologue. Alors, j'ai pas le chiffre précis en tête sur le nombre de mois d'arrêt avant d'entamer du coup la procréation, mais il y a quand même quelques mois, hein, si mes souvenirs sont bons, entre la fin de la prise et parce que Ouais. donc c'est tératogène. Ouais, de mémoire, c'est 2 ou 3 mois. Enfin, en tout cas, après, encore une fois, ça dépend du médicament. Et là, on peut faire juste vous inviter à en parler avec votre oncologue. Mais c'est un projet qui peut être mis en place. C'est un projet, Tout à fait. s'il est important pour vous, qui sera bien sûr mis en place avec votre équipe de soins. Mais là encore, on vous invite à voir avec votre équipe de soins directement. En tout cas, c'est possible. Emma, de combien réduit-on le risque de récidive en prenant l'hormonothérapie? Est-ce qu'on a un peu des chiffres, des grands chiffres pour donner un ordre d'idée sur ce fameux risque de récidive Alors, pendant la... je vais considérer qu'on parle d'un cancer du sein hormonodépendant. En tout cas, voilà, les chiffres, parce que c'est les plus diffusés portent sur le cancer du sein. On estime que, donc, comme je disais, la réduction du risque de rechute à distance, donc c'est-à-dire et de récidive locale, donc dans le sein traité et dans l'autre sein, il est globalement diminué d'environ de moitié. Voilà, enfin, c'est les chiffres que j'ai en tête à vérifier parce que bien sûr, il y a toujours voilà, des études qui sortent récemment, en tout cas des dernières connaissances et informations validées, c'était de moitié. Mais voilà, encore une fois, si on parle du cancer du sein hormonodépendant, et ça dépend bien sûr aussi de la situation individuelle. Oui, bien sûr. Et, Ouais. et, et il y a, enfin, effectivement, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Là, c'était juste pour donner un ordre de grandeur. Après, bien évidemment, ça dépend de la molécule, ça dépend de votre âge, ça dépend du cancer que vous avez eu, de l'agressivité qui a pu être vécue. Donc, il y a effectivement bien pas mal de facteurs, mais effectivement, ce Mm. traitement vise quand même à réduire de moitié le risque de récidive auquel vous pourrez faire face après les traitements en cancer. Et Et, donc, et c'est aussi un traitement que vous pouvez décider d'avoir ou non. C'est à vous, en tant que patiente, d'accepter ou non les effets secondaires associés à ce nouveau traitement. Et là-dessus, votre équipe de soins est aussi normalement en responsabilité de vous expliquer tous les effets secondaires qu'il y aura, la durée de traitement que ça va représenter, de répondre à toutes vos questions. Et l'infirmière de coordination de votre équipe de soins est aussi là pour, une fois que vous avez vu l'oncologue, répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce traitement. Et une fois que vous avez commencé, ça ne veut pas dire que vous pouvez arrêter ça veut pas dire que vous ne pouvez pas arrêter en cours de route. Là encore, la conversation est ouverte. Bien sûr, si vous allez au bout du traitement, c'est vous donner les meilleures chances de ne pas avoir d'effets secondaires. Mais si vous deviez, pour une raison ou pour une autre, vous arrêter parce que les effets secondaires étaient trop lourds ou autres, c'est aussi possible. Quelque chose qui est important de rajouter aussi, c'est qu'il y a un effet protecteur qui persiste après l'arrêt aussi. C'est important aussi de se le dire parce que des fois, ça peut aussi motiver d'une certaine manière malgré les effets que l'on peut ressentir. Si on prend la durée la plus fréquente de prise d'hormonothérapie pour un cancer du sein qui est de 5 ans, en fait, généralement, on double la durée de prise en termes d'effet protecteur. Grosso modo, le bénéfice, il persiste à 15 ans, donc en gros, jusqu'à 10 ans après la fin de la prise du traitement. Donc, Oui, c'est quand même des chiffres qui sont forts. oui, ça ne s'arrête pas Euh, en fait au jour où on arrête de prendre l'hormonothérapie, ça persiste au-delà. Donc, c'est là aussi tout l'intérêt en fait. ouais. Alors, on a deux petites questions qui, je pense, peuvent être intéressantes, qu'on peut peut-être traiter consécutivement. On a les effets secondaires et leur importance peuvent-ils dépendre de l'âge du patient? On l'a déjà plus ou moins abordé, mais ce serait intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Et puis notre patiente disait, j'ai démarré le traitement lundi. Au bout de combien de temps voit-on les effets secondaires apparaître? Alors, pour répondre à la première question, mais effectivement, l'âge aussi est à considérer. Alors, d'un point de vue notamment, je pense aux douleurs articulaires parce que de fait, l'âge faisant, on a forcément les articulations un peu plus impactées de base par le processus de vieillissement naturel.
et forcément là-dessus, on vient rajouter une hormonothérapie, ça peut majorer forcément un terrain existant. L'âge faisant, peut-être que le parcours aussi passé a généré un petit peu plus de fatigue et c'est un petit peu plus dur de récupérer. Donc oui, c'est sûr que forcément, l'âge peut influer sur la tolérance globale. Mais pour autant, c'est vraiment tellement différent d'une personne à une autre que c'est pas universel. On ne peut pas dire forcément une personne plus âgée va plus mal tolérer parce que ce n'est pas vrai. Il y a des personnes plus âgées qui tolèrent beaucoup mieux que certaines personnes plus jeunes. Donc ça, c'est très aléatoire, d'autant que pour une femme, alors pareil, ménopause, pas ménopause, c'est dur à dire parce que c'est pas, la réponse, elle n'est pas tranchée. Mais en tout cas, une femme jeune, ça amène une ménopause artificielle assez brutale. Donc ça aussi, ça peut être dur pour une personne jeune qui peut avoir de lourds effets secondaires et pourtant avoir une forme de base meilleure. Donc bon, c'est vrai que finalement, la réponse est un peu est pas évidente à apporter. Et puis, la deuxième partie de la question m'est un petit peu sortie de la tête. Donc, je veux bien que tu me rafraîchisses la mémoire. Ouais, tout à fait. La patiente, j'imagine, a démarré le traitement lundi. Ah oui. Et donc, au bout de combien de temps est-ce qu'on voit les effets secondaires apparaître? Alors, pareil, c'est dur à dire. Alors, peut-être pas dès les premiers jours, mais si mes souvenirs sont bons aussi, on commence à voir les premiers effets au bout de 3 semaines de prise. Et puis après, ils peuvent vraiment fluctuer tout au long de la période de prise d'hormonothérapie. Il y a vraiment, ça peut être très dur au début, s'améliorer après. Ça peut être très bien au début, se compliquer à un moment donné. C'est pas linéaire. Donc, c'est ça aussi qui n'est pas facile à vivre parce qu'on ne peut pas se dire, bon, ben là, je le tolère très mal, ça va être l'enfer pendant 5 ans. Pas forcément. Voilà, après, aussi pour reboucler avec ce qu'on disait avant, il y a plein de choses à mettre en place dans votre quotidien pour favoriser la bonne tolérance de l'hormonothérapie. C'est vrai qu'Anne-Sophie parlait d'activité physique adaptée, c'est vraiment un socle essentiel, le mouvement, l'activité physique, alors qui vaut sur plein d'aspects de la santé, parce que votre santé ne repose pas uniquement aujourd'hui sur cette pathologie-là, mais la santé, elle est globale. Donc, l'activité physique adaptée régulière, alors douce, parce que forcément, si on a des douleurs articulaires et musculaires, on va privilégier des activités comme le yoga, la natation, des choses pas trop traumatiques. Mais vraiment, même si c'est dur au début de s'y mettre parce qu'on a l'impression qu'on est épuisé, finalement, et que du coup, ça nous fait même des courbatures, des douleurs musculaires liées à l'effort, ben, finalement, si vous êtes régulier sur l'activité physique, vous allez en percevoir beaucoup de bénéfices. Et c'est ce qui contribue aussi à limiter le risque de récidive, on le sait. L'alimentation, ça c'est aussi un socle essentiel parce qu'on parle aussi beaucoup de prise de poids souvent avec l'hormonothérapie. Enfin, en tout cas, c'est une des appréhensions qui est beaucoup évoquée par les dames ou par les hommes aussi d'ailleurs. Et en fait, forcément, une alimentation équilibrée va aider. Donc, limiter les matières grasses, les sucres rapides, privilégier les fruits, les légumes, les féculents. Une bonne hydratation aussi, parce qu'on l'oublie, mais une bonne hydratation, donc entre 1,5 litre et demi, 2 litres par jour d'eau ou de boissons hydratantes hors théine, caféine, va aider les articulations aussi. Et globalement, va aider sur l'équilibre du poids aussi. Voilà, alors si vous avez du mal aussi, vous avez besoin d'être accompagné sur le plan diététique, vous pouvez vous tourner, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que le parcours de soins s'arrête dès lors que la chimiothérapie ou qu'on vient moins souvent à l'hôpital et que du coup on est livré à nous-mêmes, on n'est plus accompagné, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez vous tourner vers des associations de patients. Je pense à la Ligue contre le cancer qui a des comités départementaux qui propose des consultations diététiques, alors gratuites en plus à ma connaissance. Alors c'est des forfaits de 4 à 6 séances, mais c'est déjà une très bonne base pour avoir des repères et des orientations sur des habitudes alimentaires à privilégier. Pour les femmes, je pense à l'association Rose Up aussi, qui ont des antennes à Paris, Bordeaux, mais qui ont aussi des plateformes en ligne où il y a des ateliers nutrition.
Voilà. Après, si vous préférez aussi vous rendre dans des cabinets en libéral, alors là, il est plutôt conseillé de choisir un professionnel qui est spécifiquement formé au cancer. Vous avez le réseau Oncodiète, qui est le réseau national de référence, qui a un annuaire en fait de diététiciens formés spécifiquement à l'oncologie avec des tarifs encadrés. Voilà, et pour l'activité physique aussi, j'ai d'autres ressources, mais peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Oui, non, bah, tu abordes déjà plein de choses et puis on peut aussi mentionner les programmes à la fois d'activité physique adaptée et de yoga qui sont présents dans l'application Résilience et qui vous permettent sur plusieurs semaines de pouvoir découvrir l'activité avec des experts qui sont formés en activité physique adaptée, en yoga, qui ont la spécificité d'accompagner des patients cancer d'ores et déjà. Tu as cité Ligue contre le cancer, moi je vais citer la Camille qui est aussi sport et cancer, qui est aussi présente à travers les territoires et qui permet aussi d'avoir un accès à l'activité physique adaptée de manière régulière, de manière hebdomadaire, avec des cours qui vous sont proposés en physique sur différents lieux. Donc n'hésitez pas à voir avec votre centre de soins et ou votre ville pour savoir quelles sont les associations qui existent dans votre territoire et qui pourraient vous proposer des soins de support. Tu parlais d'alimentation. En soins de support, on a aussi la nutrition qui est l'un des soins de support reconnus et pour lequel effectivement vous pouvez vous tourner vers un professionnel dans votre centre de soins ou quelqu'un ou qui vous sera recommandé en ville pour effectivement aborder ce sujet de l'alimentation et pour effectivement vous aider à mieux faire face aux effets secondaires. On a déjà pas mal parlé du sport et donc par rapport aux douleurs musculaires articulaires. On a plusieurs questions qui sont tombées sur le sujet. Donc, effet secondaire de l'hormonothérapie, comment supporter les douleurs musculaires, qui contacter pour changer de traitement si on ne le supporte pas. Je trouve qu'on n'est pas assez prévenu des effets horribles qu'entraîne la prise de médicaments. Donc, comment réduire les douleurs, comment Ouais. appréhender, supporter ces douleurs musculaires au niveau des articulations notamment. Alors, du coup, oui, je vais regrouper douleurs articulaires et musculaires. Oui, exactement. Donc, grosso modo, les conseils sont plus similaires. C'est des douleurs qui, en général, vous en parlerez bien mieux que moi, mais se manifestent plutôt le matin, lorsqu'on se lève, quand on se met en mouvement. Le déverrouillage au lever est compliqué. Et en général, on constate que ça s'améliore au fil de la journée par le mouvement. Toujours pareil, comme je disais tout à l'heure. Alors, spécificité sur les hormonothérapies concernant les femmes, elles sont quand même plus fréquentes avec les anti-aromatases en général. Et cette molécule spécifiquement peut provoquer des douleurs diffuses, articulaires, musculaires, mais aussi des tendinites ou des syndromes du canal carpien. Donc, ça peut faire des fourmillements des doigts, de la main, et c'est plutôt la nuit. Et pour donner des repères, elles ont tendance à diminuer autour de 12 à 18 mois de traitement. Encore une fois, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je le sais bien, mais en tout cas, en moyenne, c'est les constats qui sont faits. Et pour les hommes, elles apparaissent en général dans les premières semaines, voire après plusieurs mois de traitement. Donc, parmi les conseils, ce qui fait du bien en général, c'est de prendre une petite douche le matin au réveil, une douche chaude bien sûr, pour soulager les raideurs, décontracter musculairement. Comme je disais, ça va être un peu redondant, mais pratiquer une activité physique régulière, douce, c'est très indiqué. Vous pouvez même combiner, marcher, aller faire le programme de yoga sur Résilience, le week-end un petit peu de natation. Enfin, vraiment, plus vous allez bouger, mieux ce sera. Vous pouvez aussi faire des étirements le matin quand c'est un petit peu plus verrouillé. Le fait de faire des exercices de souplesse, pareil, dans la régularité, ça aide à maintenir une mobilité au niveau des articulations. Hein. Comme je disais, l'hydratation, plus, parce que nos articulations sont aussi déverrouillées et nourries, si on peut dire ça, par de l'eau. Donc vraiment, l'hydratation, c'est vraiment un socle de base. Après, si vraiment c'est douloureux et très impactant malgré tous ces conseils, vous pouvez aussi prendre des antalgiques qui peuvent vous être prescrits. Ça peut être des paracétamol ou des anti-inflammatoires ou peut-être pour les jours où c'est un petit peu plus compliqué.
Voilà. Après, rassurez-vous, ce sont des raideurs qui régressent totalement en quelques semaines après à l'arrêt de l'hormonothérapie. Vous ne le laissez pas à vie, il n'y a pas de séquelles en tout cas liées à ce ressenti. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, comme on le dit régulièrement, n'hésitez pas à expérimenter. Là, on propose tout un tas de ressources, tout un tas de techniques, de conseils pour faire face à tout ça. Faites votre propre sauce, entre guillemets, et trouvez ce qui va vraiment vous convenir à vous. Là encore, faire face à l'hormonothérapie, c'est pas linéaire. Il y a des mois où ce sera mieux, des mois où ce sera plus douloureux. Donc, veillez bien à toujours expérimenter, trouver des solutions. Le journal de bord, c'est pas mal parce qu'effectivement, un peu comme résilience et la télésurveillance, ça va permettre aussi à votre équipe de soins, quand vous verrez par exemple l'infirmière de coordination ou la personne en charge des soins de support dans votre hôpital, de pouvoir donner un peu de visibilité sur comment se sont passées les dernières semaines, les derniers mois, et de pouvoir mieux adapter encore l'accompagnement qui vous sera proposé. Donc là encore, n'hésitez pas. La bouillotte, c'est aussi la meilleure amie face aux douleurs musculaires et articulaires. On parle de chaud, effectivement, un bon plaid, la douche chaude, c'est toujours, ou un bain, c'est effectivement des choses qui font du bien. Voilà, n'hésitez pas à vous amener du confort et de la douceur. On sait que l'hormonothérapie peut être difficile par moment, de par le nombre d'effets secondaires. Mais là encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers votre équipe de soins. Si vous avez même un doute sur un effet secondaire ou sur la présence de recrudescence de certains symptômes, là encore, ils sont là vraiment pour vous épauler et vous accompagner sur tous ces sujets-là. Parce que Il y a une question qui a été posée auquel on a déjà répondu, mais on va y répondre à nouveau. Est-ce qu'on peut changer de traitement si vraiment on ne supporte pas, Emma? oui, c'est ce qu'on disait au début, effectivement. Alors, pas dans son coin, parce que de toute façon, ce n'est pas possible sans prescription médicale, mais toujours privilégier le dialogue avec votre oncologue, c'est vraiment, je pense, le maître mot de ce webinaire, c'est de ne pas rester seul face à la mesure que peut prendre ces effets secondaires. Aussi, c'est bien de rassurer les personnes qui sont présentes au webinaire et qui n'ont pas encore débuté leur monothérapie. Rassurez-vous, c'est pas systématique. Il y a la majorité des personnes pour qui ça se passe très bien, qui tolèrent très bien. Donc, c'est bien aussi de le dire parce que ça peut faire peur. Mais dans le cas où ça se passe moins bien ou que voilà, c'est compliqué psychologiquement, enfin, il y a un ras-le-bol, ben oui, dans ce cas-là, il faut en parler à votre oncologue, c'est tout indiqué. Ne pas vous mettre en difficulté et effectivement, il y a des adaptations possibles, comme le fait de changer de molécule. Tout à fait. En sujet d'effets secondaires, on a parlé donc des douleurs articulaires, il y a aussi le fameux sujet de la prise de poids. Et souvent, on nous parle aussi de cholestérol. Donc là, on a plusieurs messages qui sont arrivés sur le sujet. Le premier, c'est: bonjour, je souhaiterais parler du poids et de la libido, ainsi que des douleurs. J'ai déjà des douleurs chroniques. J'ai pris du poids pendant la chimio et célibataire, mais un jour peut-être. 3 petits points. Merci beaucoup. Donc là, on est vraiment sur le sujet prise de poids, libido, sachant qu'on a déjà parlé des douleurs. Ok, donc je focus sur le poids et la libido. Voilà. Du coup, le poids, c'est vrai, comme je disais, c'est souvent l'effet indésirable qui est souvent évoqué, c'est une appréhension. En réalité, on dit qu'elle est plutôt plus souvent absente ou modérée. Et quand elle survient, en fait, elle est souvent liée à plusieurs facteurs. C'est pas forcément l'hormonothérapie en elle-même qui est en cause. Elle peut d'une part aussi être favorisée par des traitements qui ont pu vous être prescrits en fait pendant votre parcours de soins ou pendant la chimiothérapie, comme les corticoïdes, parce que les corticoïdes, ils peuvent perdurer un petit peu, donc il faut aussi le temps que tout se remette. Ça peut aussi être induit par l'arrêt des règles au cours d'une chimiothérapie, par la diminution de l'activité physique du fait de la fatigue. Forcément, on bouge moins, on prend du poids. Ou aussi les changements alimentaires qui ont pu être générés par une annonce d'un diagnostic, par un tas de choses. Donc finalement, il faut quand même, je pense, regarder, observer les choses plus largement, en fait, plus globalement que uniquement l'hormonothérapie, mais plutôt analyser un petit peu ce qui a changé dans notre quotidien et dans nos habitudes. Bien qu'on est d'accord, l'hormonothérapie peut aussi y contribuer. Ça, c'est un fait. Parmi les conseils, les plus standards, c'est forcément d'adopter une alimentation qui soit équilibrée, comme je disais tout à l'heure.
l'activité physique régulière. Si par contre, malgré tout ça, encore une fois, vous avez des symptômes qui persistent, donc une prise de poids inexpliquée, une fatigue par exemple importante, c'est bien aussi de se tourner vers un endocrinologue parce que c'est pas exclu qu'il n'y ait pas des problèmes hormonaux autres liés à la thyroïde par exemple. Il y a des médecines complémentaires aussi qui peuvent aider. Si ça génère un mal-être conséquent, vraiment, c'est conseillé également d'aller en parler avec un psychologue, en tout cas un thérapeute de santé mentale. Voilà. Après, toutes les ressources que j'ai partagées précédemment sur les réseaux de la diététique sont vraiment des ressources que vous pouvez saisir pour faire un bilan global. Voilà. Après, donc, la libido, c'est un tout autre sujet. Donc, il est vrai qu'avec l'hormonothérapie, que ce soit homme ou femme, il y a des troubles de la libido et un retentissement sur la sexualité qui sont possibles, qui sont observés. Là aussi, je trouve que c'est bien de recontextualiser un petit peu les choses parce que donc l'hormonothérapie, encore une fois, elle survient à l'issue d'un parcours de soins qui a été long, éprouvant, et forcément qui a eu un retentissement à la fois physique et psychologique. Donc ça, c'est pas anodin et forcément, ça impacte de fait sur le désir sexuel indépendamment de l'hormonothérapie. C'est vrai que l'annonce d'une maladie grave, ça chamboule, enfin, ça provoque un bouleversement qui est intense à la fois pour la personne, mais aussi pour son entourage, pour la famille au sens large. Et forcément, au sein du couple, ça va provoquer, enfin, ça va avoir des manifestations à la fois physiques et psychiques diverses, plus ou moins durables. Et on sait aussi que la sexualité, elle va occuper une place qui est très variable en fonction des couples, de base. Et il y a aussi beaucoup de facteurs qui vont influer sur l'ajustement que va pouvoir opérer le couple sur sa sexualité. Donc, j'entends par là des antécédents familiaux, individuels, la manière aussi et les capacités. On parle de compétences communicationnelles, mais c'est ça en fait, c'est la manière dont on va être en mesure, en capacité de communiquer avec son partenaire, parce que c'est un petit peu la base finalement. Donc effectivement, tout ce que j'ai évoqué, donc troubles psychologiques, fonctionnels aussi, parce que au-delà du désir sexuel, il y a des fois des manifestations physiques et fonctionnelles qui vont perturber la vie affective, intime et sexuelle. Donc c'est vrai que pour les femmes, on entend souvent des sécheresses vaginales, des douleurs au rapport. Pour les hommes, ça va être des troubles de l'érection. Donc il y a aussi ça qui finalement joue sur le désir sexuel, parce que je pense qu'il y a l'appréhension qui est liée au fait qu'on se dit on va avoir mal ou finalement on ne va pas y arriver et donc du coup on n'a plus envie. Voilà, donc il y a un impact sur les relations. Le message moi que j'aimerais faire passer, c'est que oui, la sexualité, elle se modifie, elle est différente, c'est sûr, parce qu'il y a aussi le rapport au corps qu'on va avoir. Notre image, elle a évolué, elle a été impactée par des traitements qui parfois ont été assez mutilants aussi, mais elle reste possible. C'est ça qu'il faut entendre. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut revoir et revitaliser sa vie relationnelle et sexuelle. Alors là, je peux vous partager quelques pistes auxquelles je pense. Il est important déjà de créer des moments de partage et de connexion avec son ou sa partenaire. Vraiment développer ou renforcer, si c'était déjà le cas, une écoute de l'autre sans jugement de ce que ressent et de ce que vit chacun. Se déculpabiliser, parce qu'il faut se rappeler aussi que la vie de couple et la sexualité, elles évoluent dans le temps, selon les périodes de vie, selon l'histoire du couple, selon les événements que l'on rencontre. Enfin, c'est normal en fait. On peut pas être au top tout le temps sur tous les sujets. Vous avez déjà vécu des choses très intenses qui vous ont bouleversé. Donc, je disais au niveau corporel, mais aussi au niveau psychologique, vous n'êtes bien souvent plus la même personne avant et après un cancer. Et ce qui est important aussi, c'est très d'actualité aujourd'hui, mais c'est vraiment de déconstruire les schémas et les représentations qu'on a aussi du rapport sexuel.
rapport sexuel réussi, c'est pas forcément un rapport sexuel avec pénétration. Donc, il faut construire ensemble des nouvelles modalités en fait d'échange, de tendresse, laisser tomber l'idée de performance et vraiment se renouer en fait un dialogue positif avec soi, avec son corps et, voilà enfin, revoir les modalités d'échange avec son partenaire. Et si par contre c'est compliqué ou qu'il y a des séquelles psychotraumatiques, qu'il y a besoin de travailler sur le coup parce que la communication elle est compliquée, le rapport aussi à son corps à soi, finalement on n'arrive pas par soi-même à se reconstruire, dans ce cas-là il faut vraiment consulter un professionnel de santé mentale pour être accompagné, parce que des fois ce combat il est dur à mener seul. Et dans ce cas-là, il faut se faire accompagner par des professionnels compétents et c'est bien normal dans ce que vous traversez. Tout à fait. Écoute, tu as abordé énormément de choses en peu de temps. C'est assez admirable. Écoute, moi, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil. En fait, on a fait un rendez-vous sur la santé sexuelle en début d'année et sur cancer et sexualité, fertilité et intimité avec un thérapeute, d'ailleurs, un sexothérapeute. Et donc, on a abordé énormément de sujets autour de l'intime lors de ce rendez-vous. Et comme tu le disais, et je pense que je vais reprendre les mots du docteur Jacques, qui travaille également avec nous, c'est vraiment de dire la première chose dans le couple, c'est de parler, c'est d'échanger, c'est de se dire les choses, c'est de poser des mots, même si parfois parler d'intimité, c'est pas glamour ou c'est pas évident. Comme tu le disais, le couple et l'intimité, c'est déjà des choses qui sont fragiles et qui évoluent au fil de l'eau pour n'importe quelle personne. Quand on est malade, les choses sont amplifiées. Mais là encore, arriver à trouver les mots et arriver à poser des mots sur tout ça, c'est déjà la première étape et ça permet aussi de dédramatiser et de dire ce qu'on ressent nous, ce qu'on vit nous à l'intérieur. Voilà, bien évidemment, le cancer, c'est déjà un tsunami. L'hormonothérapie, c'est un deuxième tsunami. Et donc pouvoir parler de tout ça, de l'intimité, du manque de libido, de sécheresse vaginale, de dysfonction érectile. Tout ça, à la fois, ce sont des effets secondaires physiques de vos traitements. Donc, ce n'est pas à vous de vous remettre en question pour ces problèmes-là. Et on a aujourd'hui des solutions qui peuvent vous être proposées par les soignants pour faire face à ces effets secondaires, donc indésirables, donc de lubrifiants pour les femmes ou de certains médicaments pour aider à l'érection pour les hommes. Il y a tout un tas de dispositifs qui existent. Là encore, il faut juste oser en parler. Et c'est pas forcément à l'oncologue, ça peut être à l'infirmière avec qui vous êtes en confiance. Tant que vous arrivez à le faire remonter et que d'une manière ou d'une autre, ça remonte à l'ensemble de votre équipe de soins, là, vous serez mieux pris en charge. Et pour la prise de poids, c'est pareil. Dans Résilience, on vous demande votre poids chaque semaine. Il y a une raison à ça. C'est aussi pour voir comment fluctue votre poids également. Et donc ça, c'est des données qu'on capte de manière automatique. Mais là encore, si vous sentez qu'il y a une évolution drastique de votre poids, n'hésitez pas à le dire à votre équipe de soins, à n'importe quelle personne qui vous accompagne pour effectivement avoir un focus plus là-dessus. Et on parle de poids, de prise de poids, mais il y a aussi des pertes de poids associées à certaines chimios ou à certaines hormonothérapies. Donc là encore, n'hésitez pas à en parler et à poser vos questions. Les soignants sont là pour y répondre, pour vous accompagner et pour vous permettre de trouver les réponses à vos questions. On a parlé du bout des doigts de la santé mentale et on a quand même beaucoup de questions qui ont été remontées sur le sujet. Donc, on va les prendre un peu petit à petit. La première, c'est est-ce qu'avec l'hormonothérapie, ça peut aboutir à de la dépression? Est-ce que ça peut jouer sur le moral et provoquer des idées noires? Alors le raccourci, il est très très direct. Là, encore une fois, il faut remettre les choses aussi dans leur contexte parce que, la maladie, les traitements, de base, tout le parcours de soins d'un cancer peut générer des difficultés psychologiques. Donc, ça peut être du mal-être, ça peut aussi être des angoisses, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas que la dépression, il y a aussi l'anxiété. Le moral peut être, très bas aussi. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un parcours qui est long et que souvent, l'hormonothérapie, elle intervient après de la chimio, après la radiothérapie. Et donc, la période de transition, elle n'est pas toujours évidente à gérer. Donc, ça peut se manifester par de la fatigue, par une capacité physique qui est réduite, morale en berne, une peur de l'avenir aussi, parce qu'il y a de l'incertitude.
Et finalement aussi, c'était un peu ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est que du jour au lendemain, les liens avec l'équipe soignante, le rythme des allers-retours à l'hôpital, les examens réguliers, tout ça, ça a aidé aussi à être rassuré, à être accompagné, à poser ces questions un petit peu en temps réel, quasiment, quoi. Et du jour au lendemain, on est un peu livré seul à nous-mêmes. C'est souvent, en tout cas, ce qui est rapporté par les personnes qui ont traversé ce parcours. Et en fait, tous ces aspects, je dis, la fatigue, le moral en berne, c'est fréquent et c'est normal à cette étape-là parce que souvent, on a mené le combat de front, on allait à nos chimios, c'était rythmé. Et puis, du jour au lendemain, on se dit, ça y est, c'est fini. Souvent, enfin, par moment, l'oncologue peut annoncer une rémission et puis finalement, on doit prendre ce traitement qui nous gâche un petit peu la vie. Donc, c'est dur de trouver du sens. Du coup, c'est dur de dire si la dépression, en tout cas, elle peut survenir parce que alors la dépression, c'est pour le coup une maladie qui touche la santé mentale. C'est au-delà d'un moral en berne, ça se traduit en tout cas par des symptômes plus importants. Si vous repérez justement une humeur triste qui perdure, une perte de goût de la vie, du quotidien, si même vous délaissez aussi l'alimentation, et si, bien évidemment, vous avez à un moment donné des idées suicidaires, dans ce cas-là, il ne faut absolument pas rester seul, il faut en parler autour de soi. Donc, ça peut être en premier lieu à une personne de son entourage à qui on va se confier et qui peut faire le relais aussi. Et bien sûr, c'est une psychologue. Vous avez aussi des psychologues spécialisés en oncologie que vous pouvez solliciter au sein de votre hôpital et même une fois la chimio, la radiothérapie terminée. C'est-à-dire que vous pouvez y revenir, vous pouvez solliciter ces soins de support. Et si vous ne voulez pas retourner à l'hôpital, parce que c'est aussi, des fois, c'est aussi exprimé en tout cas, et c'est normal, vous avez des ressources aussi autour de chez vous. Donc, on parlait de la Ligue contre le cancer, ils proposent aussi des accompagnements psychologiques. Vous avez la Maison Roseup, donc pour les femmes. Pour les hommes, vous avez l'association Anna Macap aussi, et qui propose aussi des groupes de parole aussi avec des patients qui traversent ou qui ont traversé en tout cas la maladie. Donc, si voilà, vous avez une fatigue qui est très importante, qui persiste, que vous avez des gênes dans vos activités habituelles et des idées suicidaires, voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel de la santé mentale. Et après aussi, c'est bien de dire que ces symptômes-là, ils peuvent aussi être attribués à d'autres déséquilibres. Tout à l'heure, je parlais de thyroïde, et c'est vrai, des fois, les symptômes, par exemple, d'une hypothyroïdie peuvent aussi laisser penser à une dépression. Donc, ça peut aussi être une cause comme ça qui est modifiable. Ça peut aussi être une anémie. Enfin, il y a plein de choses, mais en tout cas, ne pas rester seul avec ça. En parler sinon aussi à votre médecin traitant qui lui-même pourra vous réorienter vers un psychologue ou un psychiatre au besoin. Mais Ouais, surtout, tout en à parler fait. à un professionnel. Tout à fait. Et encore une fois, on ne l'a pas mentionné, mais c'est pris en charge parce que ça fait aussi partie des soins de support. Le soutien psychologique, avoir accès à un psychologue, un psychiatre, c'est effectivement pris dans votre prise en charge. Ça fait partie des soins de support. On a cité de nombreuses références que de toute manière, pas de panique, on vous enverra suite à ce live. Donc vous aurez toutes les références, toutes les associations dont on a parlé. Mais le soin, la santé mentale est un vrai sujet face au traitement, bien sûr, puisque les traitements sont très bouleversants dans le quotidien, dans l'impact physique, mental, psychologique. Donc, bien sûr, cette ressource est à votre disposition, elle est prise en charge. Ça peut être au sein de votre centre de soins. Si vous préférez effectivement consulter en ville, vous pouvez demander à votre équipe de soins à l'hôpital de vous conseiller un professionnel qui pratique en ville et qui pourra vous recevoir pour que cette personne soit formée à l'onco de psychologie et donc effectivement, il soit à même de mieux vous accompagner face au cancer avec effectivement les troubles psy qui peuvent être associés. Moi, c'est assez fréquent d'entendre qu'effectivement, à un moment du parcours ou à un moment du temps de rémission, le patient fait face à des symptômes plus ou moins importants de dépression. Il me semble que ça fait aussi partie un peu des cycles psychologiques auxquels on fait face. Cette maladie apporte tellement de changements conséquents dans notre quotidien que forcément, à un moment, le moral
fait un peu des hauts et des bas, comme tout gros changement dans la vie. Et donc là encore, effectivement, n'hésitez pas à consulter parce que votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique et de faire remonter ça à votre équipe de soins. Alors, il nous reste 10 minutes, donc on va traiter les questions qui ont été abordées également dans le chat et qu'on n'a pas encore abordées. Il y a une question autour du sujet sécheresse oculaire et risque de larmoiement. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce que ça fait partie des effets secondaires qui ont été répertoriés par rapport à l'hormonothérapie? Voilà, à toi de jouer. Alors, globalement, l'hormonothérapie, elle a tendance à assécher les muqueuses. Donc, tout à l'heure, on parlait de sécheresse vaginale, mais effectivement, ça peut aussi être sécheresse oculaire. Donc, en première intention, vous pouvez essayer de mettre du sérum physiologique ou des solutions oculaires hydratantes. Mais si par contre ça persiste ou que vous avez des gènes visuels ou des douleurs oculaires, bon, dans ce cas-là, il faut impérativement aller chez votre médecin traitant. Dans de rares cas, à ma connaissance, l'hormonothérapie, elle peut favoriser la survenue d'une cataracte ou de problèmes au niveau de la rétine, mais c'est quand même très rare. À ma connaissance, ce n'est pas le type de symptômes que vous rapportez. Voilà, donc si c'est vraiment une sécheresse, vraiment les yeux secs, bon, dans ce cas-là, autant essayer d'hydrater localement. Si par contre vous avez le moindre doute ou des symptômes associés, dans ce cas-là, allez voir votre ophtalmo si vous en avez un ou votre médecin pour qu'il vous oriente vers un ophtalmo. Super. Je pense que ça, effectivement, ça apporte des billes aux personnes qui posaient des questions à ce sujet. Il y a plusieurs remarques sur le fait de ne pas être préparé ou prévenu face aux effets secondaires. C'est des retours qu'on a régulièrement. Je sais que moi aussi, j'ai de nombreux patients et patientes qui ont pu me dire ça. Est-ce que tu as des conseils à aborder? Moi, j'aborderai aussi peut-être quelques éléments après toi. Alors, encore une fois, c'est sûr que je me mets aussi à la place des oncologues. C'est peut-être difficile aussi de présenter une proposition de traitement qui est essentielle pour une femme alors, voilà, homme-femme, c'est pareil. L'hormonothérapie, c'est un traitement de base et qui a une importance majeure, en tout cas dans le parcours de soins que vous traversez. Et forcément, s'il vous évoque toute la liste d'effets secondaires possibles et qui vous dit ça va vous gâcher la vie, ça va être une horreur, bon, forcément, je pense que ça ne met pas dans la meilleure position pour le prendre. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Et encore, comme je le disais au début, dans la majorité des cas, c'est bien toléré, en fait. Donc du coup, c'est vrai que si ça se trouve, ça va très bien se passer. Donc forcément, et encore une fois, je trouve que c'est important de considérer le regard que vous allez porter sur votre traitement parce que forcément, si vous mettez des lunettes roses sur votre hormonothérapie, finalement, les petits désagréments que vous pourriez rencontrer, vous pourriez les tourner un peu d'une manière positive. Voilà, bien sûr, je pèse mes mots, mais en vous disant, voilà, je le prends parce que ça limite mon risque de récidive, j'y crois, et donc du coup, j'accepte un petit peu mieux. Et finalement, si on part de suite d'emblée en se disant ça va être l'horreur et tout, c'est compliqué parce que forcément, ça va rythmer votre quotidien, et dans ce cas-là, le moral, il va forcément en pâtir. Donc, je pense qu'il y a de ça. Et puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais voilà, déjà, forcément, c'est plutôt... Oui, et puis, encore une fois, parce que d'une personne à une autre, ça peut être totalement variable. Je pense que c'est ça que je voulais dire. Ouais, exactement. Et encore une fois, avant de prendre tout traitement, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez Oui, à votre équipe voilà. de soins. Ils sont là pour y répondre, notamment notamment l'infirmière de coordination qui peut, après chaque rendez-vous avec l'oncologue, vous être à votre disposition pour répondre à vos questions et bien s'assurer que tout ce qui a été abordé avec l'oncologue est clair pour vous. L'idée, c'est pas de vous forcer à prendre des traitements qui sont terribles en termes d'effets secondaires, c'est de vous informer pour que vous puissiez prendre une décision éclairée, qu'on appelle éclairée, c'est-à-dire que vous avez toutes les informations à disposition pour prendre un choix qui soit juste pour vous. Et là encore, pas de jugement. Si vous souhaitez au final ne pas prendre l'hormonothérapie, c'est OK. Il faut que ce soit OK et que ce soit juste pour vous.
Et donc là, encore une fois, n'hésitez pas à parler avec votre équipe de soins. Et là encore aussi, l'un des petits conseils qu'on peut donner, c'est d'avoir un petit cahier. On parlait tout à l'heure de faire un journal un peu des émotions, ou de ce qu'on a pu manger ou des effets secondaires qu'on a pu avoir. N'hésitez pas aussi à parler de votre santé mentale. Et n'hésitez pas aussi à noter toutes les questions que vous pourriez avoir pour votre équipe de soins. Parce que souvent, on a une question et puis ça passe. Et le temps qu'on retourne à l'hôpital, et ben, il s'est passé 2 semaines et la question est passée. Là encore, si vous les notez, vous serez à même de pouvoir les poser le jour J. Et tant que la question en face n'est pas répondue clairement pour vous, vous demandez à reformuler. Et ça, c'est dans votre droit en tant que patient. Il nous reste 5 minutes. Alors, on avait 2 questions sur les insomnies. Comme effet secondaire du traitement, est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi identifié en effet secondaire du traitement? Est-ce que tu as des petits conseils sur le sujet? Oui, c'est vrai que les troubles du sommeil, en tout cas, sont assez rapportés. Alors pareil, il y a différents facteurs qui peuvent y contribuer. Il y a les bouffées de chaleur des fois, enfin qui si elles surviennent la nuit et avec des sueurs, abondantes, bah, forcément ça va nous réveiller et on va être trempé et forcément, bah, ça va altérer notre sommeil. Le L'anxiété, la dépression qu'on a évoquée, parfois aussi, la prise de certains médicaments ou l'abus de substances, qui peuvent exciter comme le café, l'alcool, tout ça, ça va influer sur le sommeil. Après, par contre, on peut mettre des choses en place pour améliorer la qualité de son sommeil. Je reviens sur l'activité physique régulière, mais vraiment, c'est là aussi, ça joue sur le sommeil. Alors, ne pas faire votre activité physique intense si elle est intense juste avant de dormir, bien évidemment. Mais en tout cas, de faire une activité physique adaptée régulière, ça contribue à avoir un meilleur sommeil, avoir une bonne hygiène de sommeil. J'entends par là être régulier sur le rythme et sur les horaires où vous allez vous coucher et vous lever. Parce qu'en fait, la régularité, elle est essentielle pour synchroniser en fait son horloge biologique. Quand vous êtes dans votre lit, ne restez pas si vous êtes réveillé. Vraiment, le lit, la chambre, c'est pour se reposer, pour dormir. Si par exemple vous n'arrivez pas à vous endormir au bout d'une demi-heure, ben, vous ne restez pas au lit, vous levez, vous faites une activité calme, relaxante, voilà. Après, c'est bien aussi de faire une petite routine, je sais pas, 1 heure avant d'aller dormir, à base de lecture, musique douce. Vous pouvez faire aussi la méditation. Tout à l'heure, on parlait du programme de méditation résilience. Il est tout à fait indiqué pour améliorer aussi son sommeil. Éviter les écrans parce qu'on sait que forcément, ça joue sur la mélatonine. Voilà, et puis les conseils un peu Bah, généraux. de toute manière, on a fait également précédemment, et de toute manière, précédemment, on avait fait un rendez-vous spécifiquement sur le sommeil, sur la fatigue, sur l'insomnie. Donc, n'hésitez pas à vous y référer pour avoir plus d'éléments. Ça peut être effectivement problématique, ça peut aller et venir comme tous les autres symptômes. Donc là aussi, notez-les, faites-les remonter à votre équipe de soins. Et puis effectivement, comme le disait Emma, il y a le programme de méditation dans l'application, il y a le programme d'activité physique adaptée dans l'application, il y a le programme de yoga qui sont plein d'outils différents pour vous aider à trouver du mieux. N'hésitez pas à les expérimenter, ça vous parlera, ça vous parlera pas. Vous gardez votre boîte à outils à côté et vous viendrez y piocher quand vous en aurez besoin. Une dernière petite question avant qu'on finisse ce live. Il y avait plusieurs questions qui étaient remontées autour du cholestérol. Tu sais, on parlait de la prise de poids. Il y avait aussi la question autour du cholestérol. Est-ce que tu aurais en 2 minutes chrono une petite réponse à apporter sur le sujet? Oui, alors ça ne concerne pas toutes les hormonothérapies, c'est bien de le rappeler. C'est plutôt pour les femmes les inhibiteurs, je crois, de l'aromatase qui peuvent modifier le taux de cholestérol ou de triglycérides. Ça fait partie des effets connus, mais dans ce cas-là, bon, ça, c'est surveillé de toute façon d'un point de vue biologique par votre médecin. Je pense que c'est difficile de le savoir outre une prise de sang. Donc, si forcément du cholestérol est détecté, forcément, vous aurez un suivi, j'ose imaginer et espérer, par votre médecin régulier. Et là, ben, bien sûr, des adaptations sont possibles pour traiter le cholestérol. Après, c'est une balance bénéfice-risque, bien sûr, selon la mesure du cholestérol et ses répercussions sur votre santé qui va jouer. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais c'est effectivement un effet qui est connu, mais pas systématique. Eh ben super, je pense qu'on a traité presque tous les sujets qui ont été abordés et qui ont été partagés dans le chat. Vous avez été très nombreux et il y a eu beaucoup de réactions dans le chat. Ça fait plaisir de voir l'engouement et les questions que vous avez à apporter à ce sujet.
Est-ce que tu as, quelques mots de conclusion, sur ce rendez-vous, Emma? Disons les messages principaux, c'est que si effectivement vous êtes gêné par un ou plusieurs des effets qu'on a abordés, c'est nécessaire d'en parler à votre oncologue ou vos médecins référents ou en tout cas les professionnels qui vous accompagnent. Il faut se rassurer, il y a beaucoup d'effets qui s'atténuent avec le temps et qui peuvent être améliorés notamment par les conseils qu'on a partagés. Il est possible de changer de traitement à un moment donné si c'est trop lourd. La majorité en tout cas des patientes s'en sortent très bien en tout cas. Les effets secondaires sont réversibles, ils s'atténuent aussi après adaptation ou arrêt du traitement. Il y a des effets en tout cas qui nécessitent un accompagnement régulier pour s'améliorer durablement. Je pense à la prise de poids, la perte musculaire aussi pour les hommes. Parler rapidement et tôt d'un effet qui vous gêne, ça permet d'agir le plus tôt possible et donc d'améliorer la tolérance et de trouver des solutions avant que ce soit trop compliqué pour vous. C'est bien aussi de dire que la bonne tolérance de l'hormonothérapie, elle n'a aucun lien avec l'efficacité. Donc, un traitement qui est bien supporté est tout aussi efficace. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'effet secondaire que ça ne marche pas. Voilà, et il y a des solutions qui existent, comme on disait, une adaptation thérapeutique est possible. Projet de grossesse, c'est possible aussi. Il ne faut pas arrêter seul dans son coin. Toujours privilégier le dialogue avec son oncologue, c'est essentiel. Tout à fait et vous n'êtes pas seuls, hommes et femmes, vous faites face à ce traitement-là. Comme le disait Emma, il y a des groupes de parole qui existent auprès de plein d'associations sur certains cancers spécifiques ou au global, sur lesquels vous pouvez avoir aussi pas mal de ressources. On a parlé énormément de ressources, notamment associatives, donc vous retrouverez tout ça avec le replay du live qui vous sera envoyé. Dans tous les cas, on a abordé beaucoup de choses. Alors effectivement, on n'a pas répondu à toutes les questions, donc je m'excuse. On s'excuse par avance si on n'a pas traité votre question. Ce live a été très dense et encore une fois, on est très reconnaissante de votre réactivité et de toutes les questions que vous avez pu poser. Il est déjà l'heure. On va vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année avec toute l'équipe Résilience et moi-même. Nous vous souhaitons de joyeuses et de douces fêtes de fin d'année. Et nous vous disons du coup à l'année prochaine. Bonne soirée.